Après 2 semaines de débat à l'Assemblée nationale, les députés s'apprêtent à voter les 2 propositions de loi sur la fin de vie. La première est relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs, l'autre relative au droit à l'aide à mourir. Le vote aura lieu cet après-midi. Bonjour Bruno Dalla Porta. Bonjour madame. Vous êtes médecin néphrologue et vous êtes par ailleurs docteur en éthique et spécialiste en philosophie appliquée en santé. Avec Farouja Hosseini qui est psychiatre et psychanalyste à l'hôpital Sainte-Anne, vous signez ce livre « Tuer des gens, tuer la terre ». Vous n'êtes pas pour cette loi. Cette loi vous met, je dirais peut-être même en colère, mais c'est à vous de me le dire. Vous avez suivi les débats. Qu'avez-vous pensé des débats de qualité, vous diriez ? En réalité, depuis 1 an et demi, oui, les débats sont remontés à la surface et donc on a quand même clarifié les arguments, on a discuté. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est qu'en fait, la discussion a eu lieu tout de même. Est-ce que, à vos yeux, les députés ont été suffisamment informés, Bruno Dalla Porta ? En fait, c'est un sujet extrêmement compliqué. Donc, on est dans un monde en grande désorientation et je considère que les députés ont du mal à s'orienter dans cette désorientation. Effectivement, le sujet est à la fois médical, éthique, il touche différents domaines. Avec Farouja Hosseini, vous êtes allé à la rencontre, hein, c'est ça, des députés ? Oui, on a même ce livre, on l'a même mis dans une grosse valise et on est parti à l'Assemblée pour le distribuer à tous les députés. Donc ils l'ont tous reçu dans leur boîte aux lettres et on a discuté effectivement au Sénat avec des politiques. Et oui. À quoi a ressemblé les échanges, les questions Est-ce que vous avez eu des retours sur justement l'envoi de ce livre Qu'est-ce qui s'est passé entre les députés et vous ? Et vos arguments ? En fait, c'est que il y a ceux qui sont assez... En fait, il n'y a pas 3 camps. Il y a le camp des passéistes un peu conservateurs. Dieu est bon, la nature est bonne. Après, il y a le camp des libéraux, écolo, gauche et libéral. Moi, je suis plutôt gauche, libéral, écolo. Et puis, il y a le camp des valeurs du soin. En fait, les valeurs du soin, c'est également mon camp, puisque je suis c'est aussi médecin. Vous êtes médecin. Et en fait, ce sont des gens qui ont l'expérience des visages, des corps, de la souffrance, de l'accompagnement. C'est votre quotidien. C'est ça. Et en fait, on pensait que ça allait être les passéistes qui se lèvent, mais en fait, c'est surtout les professionnels compétents qui disent « Attendez, n'y allez pas ». C'est une dérive gravissime, en fait, pour une civilisation que de lever l'interdit de donner la mort. Parce qu'en fait, lorsqu'on lève l'interdit de donner la mort, le problème, ce sont les conséquences à long terme sur les vulnérabilités. L'enjeu est à long terme. Et donc, les médias, et les journalistes, les députés focalisent sur le court terme, sur les exceptions, sur les cas sensationnels, mais le problème est civilisationnel à long terme. Civilisationnel, vous dites. Oui. Vous employez ce mot très fort. Hein. Ben oui. Oui. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans la proposition de loi telle qu'elle est rédigée à l'heure actuelle et telle qu'elle va être votée tout à l'heure cet après-midi ? Oui, alors, est-ce que je peux faire un commentaire de 2-3 minutes ? En réalité, le mot « aide à mourir » est un mot qui est un enfumage et qui embrouille tout le monde. Il y a d'abord, en fait, le choix des mots, c'est ça ? Le choix des mots. Parce que tout le monde veut être aidé à mourir. C'est un terme qui passe très bien. 90% des gens sont favorables à ça. Mais en fait, c'est plus compliqué. Pour moi qui suis médecin, il y a 5 situations qui relient le médecin et la mort, ou l'acte médical et la mort. Oui. Et je prends un peu de temps pour vous expliquer le problème. Allez-y, vous êtes là pour ça. Premièrement, vous avez l'abstention. Je ne transfère pas un malade en réanimation de 90 ans au risque d'accélérer la mort, car je sais qu'il ne va pas supporter ces traitements. Deuxièmement, vous avez l'analgésie. Je peux prescrire des traitements sédatifs ou analgésiques puissants pour soulager une personne, par exemple, qui a des métastases osseuses, au risque d'accélérer la mort. Donc, 1, abstention, 2, analgésie, 3, limitation et arrêt de traitement, c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis en dialyse, je peux arrêter un traitement vital, inutile, disproportionné, au risque d'accélérer la mort. 4e, suicide assisté. Dans ce cas-là, on remet à la personne un poison qu'elle va elle-même absorber ou une perfusion qu'elle va déclencher. 5e, euthanasie. Dans ce cas-là, le médecin provoque délibérément la mort.
Ce qu'il faut voir dans ce débat, c'est qu'il n'y a que des amalgames et des confusions. Et alors, c'est qu'en fait, il y a un crescendo dans la gravité morale de ces actes. Abstention est moins grave que suicidacité, qui est moins grave que euthanasie. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a une rupture qualitative entre le 1, 2, 3, abstention, analgésie, arrêt de traitement, parce que dans ces cas-là, la personne meurt du fait de la maladie, elle meurt du fait des choses. Oui. Dans le cas 4 et 5, c'est suicide assisté, euthanasie, c'est l'humain qui fait quelque chose à l'humain, c'est l'humain qui provoque la mort. Et c'est radicalement différent en termes d'intégrité morale pour un humain. Un humain n'est pas... Et un médecin, c'est ça. Un humain. Si je vous mets devant vous une personne et que je vous demande de le mettre à mort à sa demande, vous allez avoir une inquiétude morale énorme, parce qu'en fait, c'est l'humain qui fait quelque chose, c'est pas la maladie. Par exemple, si j'arrête un traitement de dialyse, ça va prendre quelques heures, quelques jours, il y aura des paroles, c'est humain, des temporalités, un accompagnement, il y aura des mots, des pardons, des pleurs. Si par contre, je branche une seringue et que j'appuie sur le piston, je compte 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a plus personne. Et donc, pour revenir à votre question, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'aujourd'hui, on vote pour le 4, suicide assisté, avec exception du 5. Donc, on a franchi la limite. Donc, quand vous posez la question de ce que j'en pense, c'est qu'on a franchi la limite déjà. Et il faut voir qu'il n'y a que des amalgames et des confusions. Et quand on dit aide à mourir, les gens sont favorables parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, c'est déjà possible. En réalité, si vous faites un micro-trottoir, les gens vont vous dire « je suis pour l'aide à mourir parce que c'est insupportable de souffrir ». Or, le cas numéro 2 le prévoit depuis 20 ans. Ou alors, ils vont vous dire « je suis contre le pouvoir abusif des médecins ». C'est scandaleux l'acharnement thérapeutique. C'est le cas numéro 3, on appelle ça en médecine limitation et arrêt de traitement. Les médias se trompent souvent, les journalistes se trompent, les intellectuels se plantent, etc. Il n'y a que des confusions. Donc en fait déjà, quand vous me posez ce que j'en pense du 4 et du 5, je vous dis c'est une rupture anthropologique. On a fait tomber l'interdit de donner la mort sans même s'en rendre compte avec ce mot d'aide à mourir. Voilà. Donc un mensonge, vous employez ce mot, on ment sur les mots, sur les termes. En fait, vous voyez, il y a un effondrement de l'univers symbolique. Aux États-Unis, la tricherie et le mensonge sont arrivés au pouvoir. On attaque l'univers symbolique. La science est démolie. Donc, il y a une démolition du langage actuellement dans notre société. Donc, ça fait partie de la démolition du langage. Oui. C'est un effondrement symbolique. C'est-à-dire que si aide à mourir, ça veut dire mise à mort d'autrui, à sa demande. Vous m'avez parlé des 5 cas. Les 3 premiers existent. Ça veut dire qu'on n'est pas assez informé, on n'est pas assez... que les lois aussi prévues ne sont pas assez bien appliquées. Il y a un problème de formation des médecins et comment dire, de connaissance des malades et des familles, c'est ça? Exactement. 2005, on a la plus belle loi de la planète qui s'appelle la loi Leonetti. La plus belle loi, elle n'est pas enseignée, elle n'est pas transmise, les médecins la connaissent pas. Et donc, on décide de changer de loi en 2016, puis aujourd'hui. C'est un peu comme si vous aviez des règles du jeu dans un match, dans un jeu, et que vous changiez les règles parce que vous ne connaissez pas la loi. Donc oui, la médecine a à faire un mea culpa. Beaucoup de personnes ne sont pas bien accompagnées. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les repères éthiques, philosophiques chez les médecins, je veux dire. Parce qu'en fait, on a fait nos études avant 2005 et il y a eu très peu de formation. Donc en fait, oui, c'est ça. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est le 1, 2, 3 sur tout le territoire, c'est-à-dire donner des droits non pas à mourir, mais donner des droits à vivre, estimés en démocratie, considérés jusqu'au bout, avec des concertations avec les proches, etc. Donc en fait. Donc pour vous, on fait quoi? On stoppe tout et on renforce la formation des médecins. C'est ça que vous proposeriez, vous? Ah mais c'est évident. Pour moi, les valeurs du soin, de l'accompagnement, sont des valeurs de la démocratie, et ce n'est pas la mise à mort d'autrui à sa demande qui est une valeur. Donc effectivement, c'est un problème de formation, de bonnes pratiques, etc. Là, aujourd'hui, on focalise sur l'exception. C'est-à-dire qu'on focalise sur l'exception et on pose une question très compliquée à une démocratie. Peut-on légiférer l'exception dans une démocratie pour une grande loi symbolique et universelle? Le problème, c'est est-ce qu'on maintient un universel ou pas? C'est ça la question. Et en réalité, les gens ne comprennent pas l'enjeu clairement qui est en train de se produire. Vous pensez que oui, l'opinion publique n'a pas saisi l'ampleur de cette loi et de ses conséquences, c'est ça? Parce que ça a été trop masqué? Non, parce que c'est un sujet extrêmement complexe en fait. Oui. C'est un sujet de philosophie morale et politique qui est extrêmement compliqué. Parce que si vous voulez l'exception, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des exceptions. Moi, dans mon service, j'ai repris tous les cas de figure. Les 20 dernières années, on a eu 200 décès. Les 10 dernières années, on a eu 200 décès. Et en fait, il y a 1% de vraies demandes de mort qui résistent. La moitié d'entre elles cèdent
parce qu'elles sont liées à des souffrances insupportables. Donc on soulage, on hospitalise, on entoure, on estime, la douleur cède et la personne ne demande plus du tout à mourir. Et effectivement, il y a 0,5% de personnes qui demandent toujours à mourir, 0,5%. Donc on focalise sur ces 0,5% en disant est-ce qu'on protocolise tout ça, quoi. Et comment vous expliquez que les soignants comme vous, en face de ces cas, c'est votre quotidien, ne soient pas écoutés, entendus sur cette question, puisque c'est votre quotidien? Oui, alors je reprends votre remarque à l'envers. En fait, nous, c'est pas notre quotidien. Là, ce matin, j'ai eu 20 personnes en dialyse qui vont très mal. Personne ne demande une euthanasie. Et si vous venez à notre... Je sais. J'ai fait exprès de renverser. Mais si vous venez à notre staff jeudi ou la semaine prochaine, il n'y a aucune demande de mort. Les questions qui vont se poser, c'est il manque une infirmière, il n'y a plus de psychologue, quelles sont les bonnes pratiques, etc. C'est pas notre sujet. Donc la société fait un effet de loupe là-dessus sur l'euthanasie, alors que notre question, c'est plutôt... Et c'est pas votre réalité? Non, du tout. Mais bien sûr. Comment, dans ce que vous vivez, là où vous êtes, comment cette proposition de loi, les débats sont perçus entre soignants, et est-ce que les gens dont vous occupez, que vous essayez de soigner, que disent-ils? Ils sont inquiets? En fait, ils n'en parlent pas. Et les soignants, les professionnels de santé, il y a ceux qui connaissent, ils sont rares, ce sont ceux qui sont en relation avec les conditions de la mort. Les gériatres, l'oncologie, la réanimation, ils ne sont pas nombreux. Mais par contre, le dermatologue, le cardiologue, le pneumologue, ils ne sont absolument pas au courant, ils sont désorientés comme les citoyens. Donc c'est ça le problème aussi, c'est que tant que les médecins ne seront pas orientés, comment voulez-vous que les citoyens s'y retrouvent, quoi? Et puis il y a la question du suicide, puisque effectivement cas numéro 4. Cas numéro 4, donc c'est le suicide assisté qui prévaut dans cette proposition de loi. Quid de la prévention, Bruno Dalla Porta, si la loi l'autorise? Eh bien, en fait, très bonne remarque. Il faut rappeler les chiffres. 2022, c'est 9200 décès. C'est un peu plus de 24 personnes par jour qui se suicident en France. Voilà. Donc en fait, bonne remarque. Année 2025, année de la santé mentale. C'est quand même un scandale qu'on fasse la promotion du suicide assisté la même année, quoi. Il y a une collision entre les deux registres. Très forte, ouais. Et effectivement. Donc là, c'est pareil. La promotion du suicide et la prévention du suicide vont rentrer dans des zones de chevauchement, quoi. D'ailleurs, je signale que des psychiatres et psychologues avaient écrit une tribune qui était parue, que le Figaro avait fait paraître. Plus de 600 psychiatres et psychologues s'alertait sur les conséquences justement de cette question du suicide. En fait, avec Farouja Hosseini, on a été les premiers il y a 2 ans à faire une tribune qui s'appelait l'Appel des psys, publiée dans le Nouvel Obs, pour alerter. On a été les lanceurs d'alerte sur ce sujet-là. Et les personnes qui font des thèses sur le suicide assisté, par exemple Françoise Chastain, a montré qu'en Belgique, aux Pays-Bas, quand elle reprend tous les cas des suicides pour cause psychiatrique, ce qui n'est pas encore prévu dans la loi, mais qui viendra un jour ou l'autre, en réalité, ce sont des femmes jeunes qui demandent le suicide assisté, avec des dépressions borderline, qui ont eu des abus sexuels dans l'enfance, des tentatives de suicide avant, et elles montrent qu'en fait, c'est la même population que les personnes qui se suicident. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière moderne de suicider entouré dans un cadre médical. C'est la même population en termes d'épidémiologie. Alors ce matin, le rapporteur du texte, Olivier Falorni, était sur France Inter face à Claire Fourcade de la Société des soins palliatifs. Pour lui, le texte est un texte d'équilibre. Je vous propose de l'écouter et puis on revient ensemble. C'est un texte d'équilibre et d'ailleurs les débats l'ont montré. Certains m'ont reproché qu'il soit trop permissif, d'autres trop restrictif. Et c'est vrai que dans ma mission de rapporteur général, j'ai essayé de trouver cet équilibre-là, ce compromis. J'utilise le mot. Voilà, je pense qu'on a un texte qui repose sur une colonne vertébrale solide, qui était d'ailleurs celle du texte initial, sur des critères stricts, définis depuis longtemps maintenant sur des bases connues. On parlera sans doute de la phase avancée, qui est une notion qui était déjà dans la loi Leonetti de 2005 et était déjà dans le Code de la santé publique. Donc non, je pense qu'on a un texte qui est solidement charpenté, juridiquement précis, et qui, je crois, sera opérant lorsque les parlementaires auront définitivement voté ce texte. Que pensez-vous, Bruno Dalla Porta, des propos de Olivier Falorni, qui est en faveur de ce texte? Je rappelle qu'il est rapporteur, il parle de texte
d'équilibre. On évoquait tout à l'heure les mots, le choix des mots. Texte d'équilibre, compromis, texte qui repose sur une colonne vertébrale solide. Alors, texte d'équilibre et critères stricts. Donc 1, 2, 3, 4, il ouvre à 4 et 5. Donc je ne sais pas ce que veut dire équilibre, il a franchi la limite, c'est un problème philosophique, anthropologique. Donc équilibre, ça n'a pas de sens pour moi. Critères stricts, c'est pas possible de dire ça, c'est pas possible. Les critères, c'est... Il y a 5 critères. Voilà. Être français, résider en France. Voilà. Et le plus critique, c'est affection grave et incurable, avec pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale. Je vous donne un exemple. En fait, vous avez des centaines de milliers de personnes qui rentrent là-dedans et qui ne sont pas en fin de vie. Donc, il avait dit que ça soit une loi d'exception pour l'ultime recours. Et il avait dit que les critères seront très stricts pour la fin de vie. C'est une loi pour la fin de vie. Pas du tout. C'est pas une loi pour la fin de vie. Je vous donne un exemple. Dans mon service, dans le service où je travaille, il faut dire ça comme ça, une personne de 20 ans qui aurait une drépanocytose, qui apprend qu'il va être mis en dialyse, qui est désespéré, qui se prend un immeuble sur la tête avec l'annonce diagnostique et qui est impulsif, en fait, il peut vivre 10, 20, 30 ans avec la dialyse ou la greffe. Il rentre exactement dans les critères. Il arrête les traitements, il y a droit. Il a des souffrances insupportables. Physique et psychologique. Oui, parce que s'il ne prend pas ses antalgiques et puis qu'il arrête les traitements, il aura ça. Et il a une maladie grave, incurable. Oui, l'insuffisance rénale terminale correspond à ça. En phase avancée, il n'y a aucun problème, ils rentrent dans la loi. Donc en fait, nous on a 50 000 personnes en dialyse, ils rentrent tous dans la loi. Et ils ne sont pas en fin de vie. Donc quand il dit ces critères stricts de fin de vie, c'est complètement faux. C'est scandaleux de dire ça. Et deuxièmement, vous prenez la moitié des personnes qui ont des cancers rentrent dans cette catégorie. Toute maladie chronique sévère, insuffisance rénale respiratoire sévère, insuffisance rénale hépatique sévère, par exemple je m'embrouille, toute la maladie chronique, en réalité, s'ils arrêtent des traitements, rentrent facilement là-dedans. Donc les critères sont extrêmement lâche, c'est pas de la fin de vie et c'est pas des critères stricts. Donc, alors la pas loi d'accord du tout. est votée cet après-midi, elle va aller après au Sénat. Sans grande surprise, elle devrait être votée, cette loi. C'est quoi la suite pour vous, Bruno Dalla Porta? On entend votre opposition, votre colère à cette loi. Là, je sais pas, parce que le monde est tellement désorienté aujourd'hui. Ça participe de la désorientation du monde et ça participe du fait qu'on ne maintient plus une loi symbolique et universelle. C'est comme si on me disait, on fait tomber la prohibition de l'inceste et que je demande pourquoi. Parce qu'il y a des pères qui couchent avec leurs filles. Ok, d'accord, mais c'est une loi symbolique qui organise le monde pour le long terme. Donc là, moi, je suis face à une caverne dans laquelle il y a des illogismes communicationnels, une désorientation. C'est un marqueur d'effondrement de civilisation. En fait, c'est un même marqueur que tout ce qu'on voit en termes d'organisation. Et pourtant, je suis pas passéiste ni religieux. Je suis pas du tout là pour dire ça. Moi, je suis quelqu'un qui suis écolo, qui veut défendre les valeurs du soin comme valeur de la démocratie, comme valeur de demain. Je pense qu'il faut prendre soin de nous, des autres, des non-humains, de notre monde commun. Mais là, c'est en fait une pulsion de mort qui traverse l'Occident, qui atteint toutes les institutions, le vivant, le sauvage, etc., qui se déploie, et un marqueur de plus qui arrive avec, très curieusement, les écolos et le PS et la gauche qui pensent que c'est un progrès, alors que l'euthanasie, le suicide assisté n'est pas un traitement innovant, c'est un marqueur de notre civilisation crépusculaire. C'est-à-dire que les valeurs du soin sont la fine pointe de l'humanité, les valeurs du soin ne se trouvent pas à la pointe d'une seringue. Merci d'avoir été avec nous, Bruno Dalla Porta. C'est déjà fini pour Point de vue. Je rappelle le titre de votre livre que vous avez co-signé avec Farrugia Ossini, Tuer les gens, tuer la terre, l'euthanasie et son angle mort, pour poursuivre ces réflexions autour de ce sujet majeur. Merci d'avoir été avec nous. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain midi pour une nouvelle émission de Point de vue. D'ici là, passez une très bonne journée sur Le Figaro TV. À bientôt.